Que se passe-t-il sous une serre? Comment des légumes parviennent-ils à pousser sans terre? Et pourquoi les agriculteurs y font-ils entrer des bourdons? Et le goût dans tout ça? Est-ce que les tomates cultivées sous du verre sont aussi savoureuses que celles cultivées dans un champ ou dans un jardin? Bon, si vous aimez les tomates, vous allez être servi et surtout, vous allez comprendre pourquoi on les cultive sous des serres. Allez, suivez-moi. Regardez comme elles sont belles et bien rouges. Il faut dire qu'ici, les tomates sont aux petits soins et à l'abri des intempéries. Aujourd'hui en France, la quasi-totalité des tomates sont cultivées sous serre. Même chose pour les concombres. Et ce n'est pas tout. On y cultive aussi des salades, des poivrons, des aubergines et aussi des fraises. Une serre, ça peut être très grand, 3-4 hectares. Celle-ci en fait 10. L'équivalent de 10 terrains de football, avec partout autour de nous des équipements high-tech. Pour autant, les tomates y poussent comme en pleine nature, comme dans un jardin potager, un grand potager. D'abord un petit rappel, très rapide. Pour pousser et produire des fruits ou des légumes, une plante a besoin de plusieurs choses. Du dioxyde de carbone, le fameux CO2 présent dans l'atmosphère. Il lui faut également de l'eau et des sels minéraux que la plante va puiser dans le sol grâce à ses racines. Elle a également besoin de la lumière du soleil qu'elle capte grâce à de petits grains de chlorophylle qui recouvrent ses feuilles. Et grâce à la lumière, elle va transformer le dioxyde de carbone et l'eau en sucre, en glucides plus précisément, lors d'une opération qu'on appelle la photosynthèse. Au passage, elle rejette de l'oxygène dans l'atmosphère, le même que celui que nous respirons. Et grâce aux glucides, eh bien la plante va pouvoir pousser et produire de jolis fruits ou légumes. Voilà, ça c'est pour le principe général. Et que la plante pousse dans une serre ou en plein champ, eh bien c'est toujours la même histoire. Alors pourquoi cultiver des fruits et des légumes sous serre? Pour se protéger des aléas climatiques évidemment. Le vent ou la grêle peuvent en effet dévaster en quelques minutes des hectares de culture. Mais aussi parce que chaque plante est adaptée à un type de climat. Les tomates, par exemple. Elles sont originaires d'Amérique du Sud. Elles ont débarqué en Europe au XVIe siècle dans les valises de Christophe Colomb. Les concombres, quant à eux, nous viennent d'Asie du Sud-Est et c'est encore Christophe Colomb qui les a introduits sur les tables européennes. Les deux sont apparus sous des climats tropicaux, là où les températures et l'humidité sont beaucoup plus élevées que dans les régions tempérées. Eh bien, ce sont ces conditions de température et d'humidité qui sont reproduites dans une serre. On utilise des serres depuis des siècles. Le principe est assez simple. La lumière du soleil traverse le vitrage et chauffe l'air ambiant. Et comme cet air ambiant est prisonnier de la structure, eh bien, au fil de la journée, l'air emmagasine de la chaleur. Ce n'est pas tout. Une partie des rayons du soleil est absorbée par le sol et réémis sous forme de rayonnement infrarouge. Ce rayonnement est lui aussi prisonnier de la structure. À son tour, il va donc réchauffer l'air ambiant. Résultat, la température augmente de plus belle. Très rapidement, elle peut être 2 fois plus élevée à l'intérieur qu'à l'extérieur de la serre. Et cela, malgré la vapeur d'eau rejetée par les plantes, ce qu'on appelle l'évapotranspiration, qui a tendance à rafraîchir l'atmosphère. Parfois, ce n'est pas suffisant. Dans une serre,
on estime que la température doit être comprise entre 15 et 25 degrés, 18 degrés en moyenne par jour. C'est à cette température que les tomates se portent le mieux. Pour rester dans cette fourchette, on va donc ventiler la serre. On peut aussi humidifier l'atmosphère avec des brumisateurs. On peut aussi déployer sous les toits de grands écrans blancs, la couleur blanche réfléchissant la lumière, ce qui évite à la serre de se transformer en fournaise pendant l'été. Les bâches blanches posées au sol sont quant à elles destinées à récupérer la lumière du soleil pour la réfléchir vers les tomates. C'est surtout très utile l'hiver quand le soleil est moins généreux. Cela dit, l'hiver, sous nos latitudes, ça ne suffit pas. Les agriculteurs sont obligés de chauffer leurs serres. Alors évidemment, ils utilisent de plus en plus les énergies renouvelables, l'énergie solaire ou le bois. Certains utilisent même des systèmes de cogénération. De quoi s'agit-il? Pendant longtemps, les serres ont été chauffées avec des chaudières qui fonctionnaient essentiellement au gaz naturel. Aujourd'hui, on peut utiliser des moteurs qui fonctionnent toujours au gaz naturel, mais qui produisent de l'électricité destinée au réseau et de la chaleur qui va servir à chauffer la serre. Autrement dit, avec la même quantité d'énergie, on produit de l'électricité et de la chaleur. Alors bien sûr, ces moteurs rejettent toujours du CO2. Seulement souvenez-vous, les plantes ont besoin de CO2 pour effectuer leur photosynthèse. Eh bien, on va récupérer ce gaz et l'insuffler dans la serre. Tout cela, bien évidemment, sous le contrôle de l'agriculteur qui, depuis un ordinateur, va envoyer plus ou moins de CO2 en fonction du besoin des plantes. Et il peut également faire varier le taux d'humidité à l'intérieur de la serre. Finalement, vous le voyez, avec toute cette technologie, on réussit à recréer un microclimat très proche de celui du pays d'origine des tomates. Et l'on va ainsi pouvoir récolter et manger des tomates pendant presque toute l'année. Ici, on pratique ce que l'on appelle de la culture hors sol. Alors vous vous demandez sûrement dans quoi poussent les tomates si elles ne poussent pas dans le sol. Eh bien, je vais vous montrer. Regardez. C'est pas de la terre, hein. C'est de la fibre de coco. On aurait aussi pu utiliser de la tourbe. Ce support de culture, comme on dit dans le jargon, présente plusieurs avantages. Déjà, c'est un sol neutre et inerte, ce qui évite le développement des champignons parasites et des bactéries. Du coup, l'exploitant utilise beaucoup moins de produits phytosanitaires, autrement dit, beaucoup moins de pesticides, ou alors de manière très localisée. Et puis, c'est un support totalement recyclable. Alors je sais ce que vous vous dites, c'est dans la terre que la plante puise avec ses racines tous les éléments dont elle a besoin. Or, ici, il n'y a pas de terre. Eh bien, pour compenser, les ingénieurs ont mis au point un système d'irrigation localisé qui délivre au compte-gouttes tous les éléments dont la plante a besoin, de l'eau bien sûr, mais aussi de l'azote, du phosphore, du potassium, etc. L'avantage de ce système, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage d'eau ni de rejet d'engrais dans la nature, dans la nappe phréatique notamment. Tout ce qui n'a pas été absorbé par les racines s'écoule au niveau de cette gouttière pour être récupéré par ce collecteur avant d'être recyclé. C'est un circuit fermé qui n'engendre aucune pollution. L'autre avantage de la fibre de coco, c'est que les insectes nuisibles apprécient moyennement. Cela dit, il faut rester vigilant, ça ne veut pas dire qu'ils sont totalement absents. Tenez, voici l'un des pires ennemis de la tomate, la terrifiante mouche blanche. Alors je sais, vu comme ça, elle n'a rien d'effrayant. Seulement, cette mouche se reproduit très rapidement. Elle peut envahir cette serre et détruire toutes les cultures. Pour lutter contre ces insectes nuisibles, il y a deux solutions. Ou bien on pulvérise des produits phytosanitaires, autrement dit des pesticides, seulement ce n'est bon ni pour l'environnement ni pour la santé, ou bien on riposte avec ça. Ça, ce sont des encarsias, plus précisément des larves d'encarsia. En fait, il s'agit de micro-guêpes qui vont éclore dans la serre. Ces encarsias sont les ennemis jurés des mouches blanches, vous allez comprendre. Ces petites guêpes ont l'habitude de pondre leurs œufs dans les larves de mouches blanches
ce qui empêche ces dernières de se transformer en mouches. Là, c'est une larve de mouche blanche. Elle est devenue toute noire car elle a été parasitée par un encarsia. Alors dans les serres, les agriculteurs font alliance avec bien d'autres insectes, des insectes auxiliaires comme l'on dit. En fait, il faut savoir que pour chaque prédateur, chaque insecte nuisible, il existe un insecte auxiliaire. Finalement, sans que ce soit visible à l'œil nu, eh bien c'est une véritable bataille qui se livre à chaque instant entre prédateurs nuisibles et insectes auxiliaires. Les agriculteurs, quant à eux, dirigent les opérations, ils savent observer les plantes et à quel moment il faut déclencher la contre-attaque. Et avec cette lutte biologique parfaitement naturelle, eh bien, on évite au maximum d'utiliser des pesticides. Aujourd'hui, on n'en pulvérise presque plus dans les serres. Vous allez être bien ici. C'est une ruche. Elle est pleine de bourdons. Ils ne sont pas là pour s'amuser, ils sont là pour travailler. Ils sont chargés d'aller polliniser les fleurs de tomates. Allez, au boulot. En butinant de fleur en fleur, le bourdon va se couvrir de grains de pollen qu'il a récupérés sur les étamines qui se trouvent à la base des pétales. Ici, il s'agit de l'organe mâle de la plante. En passant sur une autre fleur, il va déposer ces grains de pollen sur le pistil qui lui se trouve au centre de la fleur. Il s'agit de l'organe femelle de la fleur. Ensuite, le grain de pollen va creuser un petit conduit dans le pistil pour atteindre les ovules qui sont situés dans l'ovaire. Une fois les ovules fécondés, la fleur va se transformer en fruit. Petite précision, pour les botanistes, tout corps qui résulte de la transformation d'une fleur est un fruit. La tomate, comme le concombre, sont donc des fruits. Seulement, les cuisiniers les préparent comme des légumes. Pour la tomate et le concombre, on parle alors de légumes-fruits. Mais revenons à nos moutons, enfin à nos tomates. En quelques jours, elles vont prendre du volume et de la couleur. Et quand elles sont devenues bien rouges, eh bien il faut les cueillir, mais attention, ni trop tôt, ni trop tard. Une fois les tomates cueillies, on va effeuiller la partie basse de la plante et enrouler la tige. La plante, qui est une liane, va continuer de grandir par le haut. Elle va donner de nouvelles fleurs qui se transformeront en fruits, etc., etc. On va ainsi reproduire cette opération durant 7 à 8 mois. Et au total, un plant comme celui-ci va pouvoir donner jusqu'à 20 kg de tomates pendant une année. La tomate est aujourd'hui le deuxième légume le plus consommé en France, derrière la pomme de terre. 14 kg par an et par personne en moyenne. À tel point que la tomate est devenue la première source de vitamine C dans notre alimentation, devant les oranges. Et des tomates, on en mange de toutes les couleurs et de toutes les formes. Des tomates grappes, des tomates côtelées, des tomates cocktail, des tomates cerises rouges, d'autres jaunes, des tomates cerises allongées et leurs cousines en orange, des tomates roses, des mini San Marzano et aussi des variétés anciennes, les tomates ananas, la cornue des Andes ou encore la noire de Crimée. Alors c'est vrai, et quand les agriculteurs ont commencé dans les années 60 à cultiver sous serre, ils ont surtout fait pousser des variétés de tomates qui avaient des rendements réguliers, qui résistaient bien aux maladies et qui se conservaient longtemps. Seulement au fil des ans, les consommateurs ont fini par bouder ce produit, le jugeant trop banal et manquant de saveur. D'où l'idée aujourd'hui de proposer sur les étals
une grande diversité de variétés de tomates, des tomates qui ont davantage de goût. Le goût d'un fruit ou d'un légume provient en partie de ce qu'on appelle le terroir, c'est-à-dire l'ensoleillement, qui vous le savez est différent d'une région à une autre, et de la terre, qui là aussi varie d'une région à une autre. En effet, les minéraux qui la composent ne sont ni les mêmes, ni présents dans les mêmes proportions, et comme ils sont absorbés par les plantes, eh bien ces minéraux ont une influence sur le goût, surtout pour les espèces pérennes, les raisins ou les pommes par exemple. En revanche, ils ont beaucoup moins d'influence pour les espèces qui ont un cycle annuel, autrement dit, une durée de vie d'1 an. C'est le cas des plants de tomates notamment. Alors c'est vrai, les tomates ou les concombres cultivés sous serre et en hors-sol ne sont pas ce que l'on appelle des produits du terroir. Mais ça ne les empêche pas d'avoir du goût, car il provient essentiellement de leur variété et c'est ce qui va permettre d'obtenir une tomate ou un concombre plus savoureux. Il existe une multitude de variétés de tomates. Certaines plantes produisent par exemple de toutes petites tomates sur lesquelles il n'y a pas grand-chose à manger, on ne peut pas les commercialiser. Mais ces tomates ont beaucoup de goût, elles contiennent des molécules sapides et olfactives, des saveurs et des arômes si vous préférez, très intéressantes. D'autres variétés au contraire produisent de grosses tomates, sans aucun goût. Eh bien on va croiser ces deux variétés. Pour cela, on va féconder la fleur de celle-ci avec le pollen de celle-là, et vice-versa. Puis, on observe. Le fruit obtenu peut parfaitement être une toute petite tomate, sans aucun goût. Mais cela peut aussi donner une grosse tomate, pleine de saveurs et d'arômes. Évidemment, c'est cette dernière que l'on va sélectionner pour la cultiver. Et c'est ainsi que l'on a pu améliorer le goût de nos tomates et de nos concombres. Et tout cela de manière parfaitement naturelle. Il n'y a aucune modification génétique dans cette histoire. Il ne s'agit en aucun cas d'OGM. Depuis l'invention de l'agriculture, il y a 10 000 ans, l'homme procède de cette manière. Il sélectionne les fruits et les légumes les plus intéressants et il les croise. Ce sont simplement les techniques de croisement qui ont évolué. Le goût d'un fruit ou d'un légume dépend donc en grande partie de sa variété, mais aussi de l'intensité de la lumière qu'il a reçue pendant sa croissance, ainsi que des apports en eau et en éléments minéraux. Pour les tomates, les agriculteurs doivent également veiller à la maturité au moment de la cueillette, ni trop tôt, ni trop tard. Et puis il faut aussi savoir qu'une tomate sera bien meilleure si elle est consommée peu de temps après sa cueillette. Enfin, un dernier point très important pour le goût des tomates, il ne faut pas les stocker ou les conserver à une température trop basse. Entre 10-12 degrés, les arômes et les saveurs peuvent être détruits. Alors ici, dans la serre, il n'y a pas de risque, il fait en moyenne 18 degrés. C'est pendant le transport et le stockage que les tomates peuvent prendre un coup de froid et perdre leur goût. C'est la raison pour laquelle on a considérablement réduit le temps de transport et de stockage. Ces tomates, par exemple, qui ont été cueillies ce matin, seront dès demain sur les étals des marchés et des supermarchés. Enfin, pas celle-ci. Une dernière chose, quand vous avez acheté vos tomates, ne les mettez pas au réfrigérateur, ça gâcherait tout. Les concombres, en revanche, peuvent y être conservés dans le bac à légumes, ça permet de garder leur croquant. Allez, bon appétit. Et en attendant, moi, il faut que je sorte d'ici. C'est par où la sortie? Oh oh! Y a quelqu'un? C'est pas par là. Oh, il n'y a plus personne. Mais ils sont où? Alors là, j'ai un vrai pépin. Hein. Oh! Oh oh! Mais vous êtes où? Oh! C'est pas par là. Ah non, peut-être par ici. Oh, je suis perdu.